Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une idée qui, je trouve, change un peu la perspective. Et si nos investissements, au lieu d'être une simple course au profit, devenaient le reflet de nos valeurs? On a reçu toute une série de documents sur la finance islamique qui explorent ce concept de baraka, cette notion de bénédiction, de pureté dans la richesse. Exactement. L'analyse qu'on nous a demandée, c'est vraiment une plongée dans cet univers pour démystifier un peu ce qu'on appelle l'investissement halal. D'accord? Et l'objectif, c'est pas de faire un cours théorique, mais de voir comment ces principes éthiques, qui sont parfois millénaires, se traduisent en stratégies financières bien concrètes aujourd'hui. Les sources sont vraiment riches, ça va des fondements philosophiques jusqu'aux applis de screening d'action. La mission, c'est donc de rendre tout ça accessible. Et pour ça, j'imagine qu'on va y aller par étapes. On va commencer par les grands principes, les fameux interdits qui posent le cadre. C'est ça. Et juste après, on verra qu'avant même d'investir, il y a des bases financières à mettre en place, une sorte de checklist. Ah oui, mettre de l'ordre chez soi avant de commencer. Voilà. Puis, on explorera l'éventail des possibilités concrètes. Où est-ce qu'on peut placer son argent? Des actions, de l'IMO, en passant par des instruments un peu moins connus, comme les soukuks. D'accord? Et pour que ce soit vraiment parlant, on finira en construisant des portefeuilles types pour différents âges et différents objectifs de vie. Parfait. Alors allons-y. Commençons par la base. On entend souvent ce terme, investissement halal, mais au-delà de la traduction permis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça implique une vision où la finance n'est pas une fin en soi. C'est un outil. Un outil au service d'un bien-être plus large, à la fois matériel et spirituel. C'est une forme d'investissement éthique, mais avec un cadre de règles très très défini. Et ce cadre, il repose sur quoi? Il repose sur trois grands piliers, ou plutôt trois grands interdits. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît un peu, le riba, l'interdiction de l'intérêt. Mais ce que nos sources détaillent, c'est que ses implications sont immenses. Ça ne concerne pas juste un prêt à la consommation, n'est-ce pas? Ah non, absolument pas. C'est le pilier central qui restructure tout le système. Le riba interdit toute forme de gain qui serait, disons, prédéterminé et garanti sur un prêt d'argent. Au fait, non. Ça exclut quoi, alors? Ça exclut une large part de la finance conventionnelle, les comptes d'épargne qui versent des intérêts, les obligations d'État ou d'entreprise, qui sont par nature des prêts rémunérés, et, bien sûr, les actions des banques dont tout le modèle économique repose sur l'intérêt. Hmm, je vois. L'idée de fond, c'est que l'argent ne doit pas créer de l'argent tout seul. Il doit être investi dans l'économie réelle pour générer un profit qui soit légitime. D'accord, c'est clair pour l'intérêt. Mais nos sources parlent aussi de garar et de maïsir. Ça, c'est plus subtil. Le garar, c'est l'incertitude excessive. Mais bon, tout investissement a une part de risque, non? Où est la limite? Excellente question. C'est là qu'on entre dans la nuance. Le garard, ça ne vise pas le risque normal de l'entrepreneur, qui lui est encouragé. Ça vise les contrats où l'objet ou le prix sont si flous que la transaction ressemble à un pari, comme vendre quelque chose qui n'existe pas encore. Par exemple, ou dont on ne connaît pas les caractéristiques. Le maïsir, qui est très lié, c'est l'interdiction de la spéculation pure, des jeux de hasard. Dans la finance moderne, ça veut dire qu'on exclut certains produits dérivés très complexes où l'on parie sur des fluctuations de prix sans aucun lien avec un actif réel. En gros, on passe du partage de risque à un jeu à somme nulle. C'est exactement ça. Donc, pas de profit sur l'argent lui-même, pas de pari sur des contrats opaques. Le troisième interdit, lui, est plus direct, il concerne des secteurs d'activité. Oui, et c'est là que l'alignement avec les valeurs est le plus évident. On évite d'investir dans des industries considérées haram, illicites, parce qu'elles sont jugées nuisibles. La liste est assez intuitive, j'imagine. L'alcool, le porc, les jeux d'argent, l'armement, le divertissement pour adultes et la finance conventionnelle, bien sûr. Ce qui est frappant, c'est que cette approche, avec ses racines spirituelles, aboutit à des principes de gestion de risque très modernes. Éviter le surendettement, se méfier des produits complexes, c'est du bon sens en fait. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène au pourquoi. Au-delà des règles, il y a la recherche de cette fameuse baraka, la bénédiction. C'est la croyance qu'un patrimoine acquis de manière éthique sera plus bénéfique, aura un impact plus positif. La qualité plutôt que la quantité. Voilà. Il y a un enseignement qui dit « Elle lit Tayyabour ou elle lit Yuhibbut Tayyabin ». Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. C'est vraiment cette idée. Et cette recherche de qualité, ça a des effets concrets qui attirent au-delà des investisseurs musulmans. J'ai vu un chiffre assez surprenant dans nos notes à ce sujet.
Ah oui, celui sur le fonds de pension Nest au Royaume-Uni. C'est un cas d'école. Leur fonds islamique a attiré une majorité d'investisseurs non musulmans. Et pourquoi? Parce qu'en appliquant ces filtres, le fonds se retrouve souvent investi dans des boîtes moins endettées, avec des modèles économiques plus solides, et ça peut mener à de bonnes performances avec moins de volatilité. Eux ne cherchent pas la baraka, mais ils trouvent la performance et la sécurité. C'est une sorte de validation par le marché. À l'inverse, un des documents insiste beaucoup sur le risque de ne rien faire, de rester passif. C'est un point crucial. Garder son argent sous son matelas ou sur un compte courant, c'est la garantie de s'appauvrir à cause de l'inflation. C'est clair. L'islam n'encourage pas la passivité, mais la fructification responsable du capital. Donc l'inaction, c'est un risque financier en soi. D'accord. Les principes sont posés. Mais avant de se jeter sur les marchés, les sources insistent sur une étape de préparation, cette fameuse checklist pour mettre de l'ordre. C'est fondamental. On ne construit pas une maison sur des fondations qui tremblent. La première étape, c'est d'attaquer les dettes à intérêt élevé. Les découverts, les crédits à la conso, voilà. C'est un double problème, hein. C'est haram à cause des intérêts et c'est un désastre financier. Les taux sont tellement élevés qu'ils anéantissent toute capacité d'épargne. C'est la priorité numéro 1. Une fois qu'on est sorti du rouge, on construit son filet de sécurité. Exactement. Le fameux fonds d'urgence. L'objectif, c'est de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Et cet argent, il doit être disponible tout de suite, j'imagine. Immédiatement. Donc sur un compte d'épargne halal, c'est ce qui permet de faire face à un coup dur, une panne de voiture, une perte d'emploi, sans devoir vendre ses investissements à long terme en catastrophe. C'est la base de la tranquillité d'esprit. Et une fois cette tranquillité assurée, il y a des obligations à remplir. Oui, la zakat, l'aumône annuelle, qui est un pilier de l'islam, c'est 2,5% de l'épargne détenue pendant 1 an. Il faut la calculer et s'en acquitter. C'est un acte de purification. Et enfin, une étape qu'on oublie souvent, c'est de préparer un testament islamique. Cette fondation est donc solide. Dettes remboursées, fonds d'urgence en place, obligations à jour, on peut enfin regarder l'univers des investissements. Commençons par les actions. Comment on s'assure qu'une entreprise, disons Apple, est conforme? C'est un processus en 2 étapes. D'abord, le filtre qualitatif. L'activité principale de l'entreprise doit être halal. Pour Apple, l'électronique, les logiciels, c'est bon. Pour LVMH, c'est plus compliqué à cause de l'alcool. D'accord. Ensuite, il y a le filtre quantitatif. Et là, ça devient un peu plus technique. Il y a 3 ratios financiers à vérifier. Attends, 3 ratios. En tant qu'investisseur individuel, je me vois mal éplucher les rapports annuels de centaines d'entreprises pour faire ces calculs. Comment c'est gérable? Heureusement, personne n'a à faire manuellement. Les critères, en gros, c'est l'endettement doit être inférieur à 30% de la valeur en bourse, pareil pour les liquidités qui portent intérêt, et les revenus haram ne doivent pas dépasser 5% du chiffre d'affaires. Ok, mais donc, comment on fait? Comme tu le dis, c'est impossible seul. C'est pour ça qu'il y a des outils. Il y a des indices boursiers, comme le S&P 500 Sharia, qui font le tri. Et plus simple encore, il y a des applications mobiles, comme Zoya ou Mustapha. Tu tapes le nom d'une action et tu as un verdict instantané, conforme ou pas. Ah, ça change tout. Et pour quelqu'un qui débute, j'imagine que le plus simple, c'est de même pas choisir les actions une par une. Exactement. Le plus accessible, ce sont les fonds communs de placement ou les ETF halal. Ce sont des paniers avec des dizaines, voire des centaines d'actions déjà filtrées. C'est la solution la plus simple pour être diversifié tout de suite. Donc pour les actions, il y a des filtres et des outils. Mais ça laisse un vide pour les revenus plus stables. Si les obligations classiques sont exclues, c'est quoi l'alternative pour la sécurité? C'est là qu'interviennent les soukouks, qu'on appelle souvent obligations islamiques, mais le terme est un peu trompeur. Ah bon? Pourquoi? Parce que leur structure est radicalement différente. Une obligation, c'est un prêt. Tu prêtes 1000, on te rend 1000 plus des intérêts. Un soukouk, c'est un certificat de propriété. Tu achètes une part d'un actif tangible, un immeuble, un parc éolien. D'accord. Et le rendement que tu reçois, ce n'est pas un intérêt, c'est ta part des revenus générés par cet actif. Les loyers de l'immeuble, par exemple. Tu es un copropriétaire, pas un créancier. On passe d'un rôle de prêteur à un rôle d'investisseur partenaire. Le risque est différent, du coup. Oui, il est lié à la performance de l'actif. C'est généralement considéré comme moins risqué que les actions, mais avec un meilleur potentiel qu'un compte d'épargne. C'est la brique essentielle pour la partie stable d'un portefeuille. En parlant d'actifs tangibles, l'immobilier semble être un choix naturel. C'est concret. C'est un pilier.
L'important, c'est de s'assurer que le financement est conforme via une hypothèque islamique et que le bien n'est pas loué pour une activité haram. Le grand obstacle, ça a longtemps été le ticket d'entrée très élevé, Justement, tout le monde n'a pas 200 000 euros à poser sur la table. et c'est là que la finance moderne apporte des solutions. Il y a les REITs, des sociétés foncières cotées en bourse. Acheter une action de REIT, c'est comme acheter une petite part d'un immense parc immobilier. Et il existe des REITs halal. Et il y a le crowdfunding aussi, non? Oui, le crowdfunding immobilier. Des plateformes permettent à plein de petits investisseurs de financer ensemble un projet, à partir de quelques centaines d'euros. D'accord, on a les actions, les sous-coucs, l'IMO. Maintenant, allons vers le côté un peu plus épicé, le capital risque. Investir dans les startups. C'est compatible halal? Totalement. C'est même, d'une certaine manière, l'une des formes les plus pures d'investissement islamique. On partage le risque à 100% avec un entrepreneur pour créer de la valeur. C'est du capital patient. Exactement. Le risque est très élevé, mais le potentiel de rendement est énorme. C'est un investissement à très long terme qui ne devrait être qu'une petite partie d'un portefeuille, surtout pour les plus jeunes. Et pour la partie valeur refuge, l'or, il y a des règles particulières? Oui, une règle essentielle pour l'or physique. La transaction doit être au comptant. Paiement et livraison doivent être simultanés. Pour ceux qui ne veulent pas stocker des lingots chez eux, il y a les ETF adossés à de l'or physique. C'est une alternative pratique et conforme. Et on termine ce tour d'horizon avec le sujet qui divise, les crypto-monnaies. On a l'impression que c'est l'incarnation même du maïsir, de la spéculation. C'est un débat très vif, il n'y a pas de consensus, mais une opinion de plus en plus répandue fait une distinction. Les projets douteux, sans utilité, c'est clairement non. Mais pour les cryptos majeurs, comme le Bitcoin, certains savants les voient comme des actifs numériques, une sorte de marchandise. Donc le conseil pratique, c'est quoi? C'est de les traiter comme un investissement à très haut risque, comme le capital risque. N'y mettre que ce qu'on est prêt à perdre, et surtout éviter les plateformes de prêt crypto qui fonctionnent sur un modèle d'intérêt déguisé. Le buffet d'options est donc très large. La question c'est comment on assemble tout ça pour construire un portefeuille qui nous ressemble. C'est là que les études de cas sont intéressantes. Oui, parce qu'il n'y a pas de solution unique. Prenons un profil conservateur. Hassan, 60 ans. Il approche de la retraite. Son but, c'est la préservation de son capital et la génération d'un revenu. Ok, donc pour Hassan, la priorité, c'est de ne pas perdre d'argent et de recevoir un revenu régulier. C'est ça. Son portefeuille sera donc dominé par la sécurité. On pourrait imaginer 50% en sous-couc pour la stabilité, 20% en immobilier via des REITs à dividendes, seulement 20% en actions de grandes entreprises solides, et le reste 10% en or ou en liquidité. Maintenant, changeons de profil. Aïcha, 35 ans. Elle est en pleine construction de son patrimoine. Elle pense au long terme, mais a aussi un objectif plus proche, comme un apport pour une maison. Aïcha est en phase d'accumulation. Elle peut prendre plus de risques. Son portefeuille pourrait être à 50 ou 60% en actions via des ETF halal, 20% en sous-couc pour la stabilité, 15-20% en immobilier et peut-être une petite poche de 5% dans les investissements plus risqués. Mais le point crucial pour elle, c'est de ne pas tout mélanger. L'argent pour sa maison ne peut pas être dans la poche risquée. C'est la règle d'or. L'argent dont on a besoin à court ou moyen terme, disons moins de 5 ans, doit être séparé et placé sur des actifs très sûrs. Un compte d'épargne halal ou un fonds de sous-couc. On ne joue pas avec l'apport de sa future maison en bourse. C'est clair? Et enfin, le profil le plus agressif. Omar, 25 ans, il commence à travailler, il a tout le temps devant lui. L'horizon d'Omar, c'est des décennies. Il peut maximiser la croissance. Son allocation sera très offensive, 70% en actions et fonds axés sur la croissance. Il pourrait même allouer 10% en capital risque et 10% en crypto majeur. Le reste serait une base de diversification en sous-couc et immobilier. Ce portefeuille va bouger, mais sur 30 ou 40 ans, c'est là qu'il y a le plus fort potentiel. Exactement. Ces exemples montrent bien que tout est une question de personnalisation. Si on devait résumer, les grandes étapes, c'est comprendre la philosophie, mettre ses finances au carré, explorer les options et construire son propre puzzle. C'est la feuille de route. Et le plus important, c'est de faire le premier pas. Il vaut mieux commencer avec 50 € par mois dans un ETF halal que d'attendre d'avoir la somme parfaite. La régularité est bien plus puissante que d'essayer de prédire le marché. Pour finir, il y a une pensée qui me reste de ces lectures. Cette approche, au fond, c'est une invitation à redéfinir notre rapport à la richesse.
Je pense que c'est le point essentiel. La question n'est plus seulement comment maximiser mon rendement, mais elle devient comment ce patrimoine peut-il être une source de bienfaits, de baraka, pour moi, ma famille, la communauté, ici et maintenant et au-delà. Ça connecte la feuille de calcul Excel à une quête de sens, à une finalité éthique. Et c'est peut-être ça le rendement le plus précieux.